Après avoir embarqué dans un avion avec un faux nom, une mallette pleine de fils et une demande audacieuse. D.B. Cooper est un type qui a donné des nuits blanches aux forces de l'ordre pendant des décennies, et le pire, c'est que personne ne savait qui il était, et bien, jusqu'à maintenant. Pendant plus de 50 ans, D.B. Cooper était le fantôme que l'Amérique n'arrivait pas à attraper. Avec des théories du complot qui fusaient de partout, ce n'était qu'une question de temps avant que cela ne soit découvert. Maintenant, après 54 ans, la véritable identité de D.B. Cooper a été révélée. Comment a-t-il été trouvé, et quelles vérités seront dévoilées? Allons le découvrir. Comment diable un homme a-t-il réussi à réussir un braquage qui a laissé les Américains bouche bée et les forces de l'ordre frustrées? Avec un parachute mystérieux et un enquêteur persistant, toutes les preuves pointent vers un seul homme. La vérité émerge enfin. Mais revenons à comment tout a commencé. La veille de Thanksgiving, 1971. C'était la veille de Thanksgiving, 1971. L'aéroport était rempli de gens pressés de rentrer chez eux, et le vol 305 n'était qu'un courseau de Portland à Seattle, rien de spécial, rien d'extraordinaire. Mais quelque part entre la rangée 18 et le cockpit, un homme en costume sombre, cravate à clip, et lunettes de soleil était sur le point de transformer un vol simple en l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire américaine. Il a donné son nom comme Dan Cooper. Juste un type ordinaire en file pour un court vol, sauf qu'il ne l'était pas. Le vol 305, un Boeing 727 opéré par Northwest Orient Airlines, n'était censé être en l'air que 30 minutes, et c'est tout. Mais à mi-chemin de ce court trajet, quelque chose s'est produit que personne à bord n'aurait pu prédire. Cooper, calme comme jamais, a passé une note manuscrite à l'hôtesse de l'air. Elle a souri poliment, pensant que c'était juste un autre type solitaire qui lui donnait son numéro. Elle l'a rangé dans sa poche. C'est alors que Cooper s'est penché près d'elle et a murmuré quelque chose qui a changé à jamais l'histoire de l'aviation américaine. « Mademoiselle, vous feriez mieux de regarder cette note. J'ai une bombe. » En cet instant, elle s'est figée. Cooper avait exposé ses exigences dans la note. Il voulait 200 000 $ en billets de 20 $, 4 parachutes et un camion de carburant attendant sur la piste à Seattle, et s'il ne l'obtenait pas, il ferait exploser tout l'avion. Et cela ne semblait pas être du bluff parce que quand l'hôtesse de l'air a hésité, il a ouvert la mallette juste assez pour révéler ce qui ressemblait à des bâtons de dynamite câblés à une batterie. L'hôtesse de l'air semblait calme alors qu'elle hochait la tête et marchait nonchalamment vers le cockpit comme si elle faisait juste ses rondes habituelles. Elle est entrée dans le cockpit et a informé le pilote, William Scott, qui a immédiatement mis au courant le copilote et l'ingénieur de vol. À ce moment-là, ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. Était-ce un ancien militaire? La bombe était-elle réelle? Était-ce une sorte de coup politique? De là, le pilote a transmis un code de détournement au contrôle aérien. Cela a déclenché des alarmes au sol, et en quelques minutes, le FBI a été notifié, c'était maintenant une affaire fédérale. Au moment où le vol 305 a atterri à Seattle, le FBI s'était mobilisé. Les passagers ont été évacués de l'avion en toute sécurité, complètement inconscients qu'ils venaient de faire partie de ce qui deviendrait le détournement le plus légendaire de l'histoire américaine. L'argent a été livré, les parachutes remis, et avec seulement un équipage réduit à bord, l'avion a redécollé sous les instructions de Cooper, se dirigeant vers le sud en direction du Mexique. Puis, quelque part au-dessus des forêts denses de l'État de Washington, tandis que la pluie fouettait l'appareil et que les vents hurlaient à 200 miles à l'heure, D.B. Cooper a ouvert les escaliers arrière du jet et a sauté vers 20 heures. Et juste comme ça, il avait disparu. Un moment, D.B. Cooper était au siège 18C, et le suivant, il tombait à travers 10 000 pieds de ciel noir comme de l'encre avec un sac plein d'argent attaché à sa poitrine et rien d'autre que la nuit pour le rattraper. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'avant de sauter, il avait laissé sa cravate à clip qu'il avait enlevée. L'équipage a atterri l'avion à Reno les mains vides. Cooper avait sauté quelque part au-dessus des épaisses forêts de pins près de la rivière Washougal dans le sud-ouest de Washington, et le FBI n'avait aucune idée par où commencer. Le matin venu, la recherche était en pleine action. Des centaines d'agents, des policiers d'État, des parachutistes, des hélicoptères, des chiens de chasse. Ils ont fouillé chaque pouce de forêt qu'ils pouvaient trouver. Ils ont scruté les rives des rivières et les petites villes. Mais il n'y avait pas même une empreinte de botte. Pas un lambeau de tissu. Pas même une brindille cassée qu'ils pouvaient relier à lui. C'était comme si l'homme s'était fondu dans les arbres. Et pour aggraver les choses, les médias ont mal rapporté un détail crucial, qui était son alias. Le nom sur son billet d'embarquement était Dan Cooper. Mais quand l'histoire a fait le tour des médias, il y a eu une erreur avec le nom du pirate de l'air, et juste comme ça,
Dan est devenu DB. Et DB Cooper est resté collé comme de la glu. Le FBI a poursuivi chaque piste qu'ils ont reçue. Plus de 1000 suspects ont été investigués. Un homme a même confessé sur son lit de mort, mais il s'est avéré qu'il était juste solitaire et voulait de l'attention. Aucune des ADN collectées, aucun des échantillons d'écriture, et pas même les billets de rançon n'ont donné de pistes solides. Eh bien, sauf une. Un innocent voyage de camping s'est avéré être un tournant pour le FBI, car une piste solide est enfin devenue l'une des raisons de rouvrir l'affaire près d'une décennie plus tard. Après 9 ans, quand le drame s'était un peu calmé, un garçon de 8 ans en camping avec sa famille a trouvé quelque chose d'étrange enterré dans le sable le long de la rivière Columbia. C'étaient 3 liasses de billets de $20, pourris et endommagés par le soleil, mais encore attachés avec des élastiques. Ils ont trouvé ça bizarre et ont alerté la police, et après une série d'enquêtes, le FBI s'est impliqué et a confirmé que les numéros de série sur les billets correspondaient parfaitement à ceux emballés dans le sac du type qu'ils avaient douloureusement cherché. C'était une piste, et probablement suffisante pour ouvrir l'affaire. C'était la première et unique preuve physique que Cooper avait laissée derrière lui. Et cela a soulevé plus de questions qu'il n'en a répondu. Était-il mort dans la chute, et l'argent avait-il été emporté par le courant? Ou l'avait-il planté là juste pour embêter les Feds? Le FBI, toujours persistant, a intensifié l'enquête à nouveau. Les équipes ont fouillé la zone de Tenabar, des plongeurs ont scruté la rivière Columbia, et des analystes forensiques ont examiné l'argent pour des indices. Mais après tout ça, ils n'avaient rien. Pas de parachute, pas d'équipement, pas de corps. Pas de traces de Cooper. Juste 3 liasses croustillantes de 20s trouvées par un petit garçon et des milliers de nouvelles questions sans réponse. Malgré cela, l'affaire est restée techniquement ouverte. Pendant des décennies, le FBI l'a gardée dans ses dossiers comme une affaire active mais froide. Mais en 2016, le FBI avait épuisé tous les angles et a enfin décidé de fermer officiellement l'affaire après 45 ans, l'arrangeant comme l'un des plus grands crimes non résolus de l'histoire américaine. Mais tandis que la piste pouvait s'être refroidie, quelque part là-dehors, quelqu'un était sur le point de la rouvrir en grand. La percée que personne n'avait vu venir tandis que les Feds avaient fouillé encore et encore à la recherche d'indices qui pourraient enfin révéler ou les mener à qui était vraiment DB Cooper, un autre type en coulisses menait sa propre enquête. Dan Gridley, un capitaine d'avion commercial à la retraite avec plus de 24 000 heures de vol à son actif, est un YouTuber avec une chaîne où il parle de piloter un avion et tout ce bon truc. Ce n'était pas une surprise de savoir qu'il s'intéressait à l'affaire DB Cooper, et pour une raison quelconque, il ne pouvait pas lâcher l'affaire même après que le FBI y ait renoncé. Il a passé des années à étudier les journaux de vol, les cartes de terrain, les vitesses du vent, et les dossiers du FBI que la plupart des gens ne savaient même pas exister. Il a recréé des scénarios de saut, disséqué des modèles de parachutes, et passé en revue chaque dernier détail de l'évasion de Cooper. Pas pour les clics, pas pour la gloire, mais parce qu'il croyait vraiment qu'il pouvait la résoudre. Et en 2023, plus de 50 ans après le célèbre détournement aérien, Dan est tombé sur quelque chose qui ferait dresser les cheveux sur la nuque. Dan a suivi une intuition jusqu'à une unité de stockage poussiéreuse dans l'Utah. L'unité avait autrefois appartenu à une femme liée à la famille de Richard Floyd McCoy Jr., un nom qui avait flotté dans les cercles de DB Cooper pendant des années mais n'avait jamais vraiment collé. La plupart pensaient que c'était juste une autre impasse. Mais Dan avait trouvé quelque chose. Cela allait changer la trajectoire de ce que le FBI, tout le pays, et même Dan pensait savoir sur Cooper. À l'intérieur de cette unité oubliée, enterrée sous des boîtes de livres et de souvenirs, Dan a trouvé un parachute. Et pas n'importe quel parachute. Il correspondait exactement à la description de celui que Cooper avait demandé. Ce gréement était vieux, de style militaire, avec des modifications particulières qui correspondaient à des détails spécifiques des dossiers du FBI datant de 1971. Mais c'est d'où venait le parachute qui a envoyé des frissons dans le dos de Dan. L'unité avait un lien direct avec McCoy, l'homme qui, juste 5 mois après la disparition de Cooper, a détourné un avion en utilisant exactement le même playbook. C'est alors que Dan a su que les deux événements n'étaient pas une coïncidence. Ce parachute était l'objet qu'il y ait 2 crimes non résolus ensemble avec une précision choquante. Et soudain, McCoy n'était plus juste une note de bas de page. Il était le favori. Parce que si ce parachute appartenait à Cooper et qu'il venait de McCoy, alors peut-être, juste peut-être, était-il la même personne depuis le début. Ce que Dan a trouvé ensuite n'était pas juste un autre indice. C'était une vérité enterrée, cachée en pleine vue,
avec le pouvoir de réécrire tout ce que nous pensions savoir sur le mystère le plus légendaire de l'histoire américaine. Mais la pièce principale cachée en vue qui était cruciale pour tout le monde était de découvrir exactement qui était Richard McCoy. Qui était-il? Et pourquoi revient-il sans cesse dans des endroits étranges dans l'affaire D.B. Cooper? Richard McCoy Jr. Si vous écriviez le CV de Richard McCoy Jr. sans contexte, vous penseriez probablement qu'il sortait tout droit d'un film patriotique Hallmark. Né et élevé dans l'Utah, McCoy était un mormon dévot, un vétéran décoré de la guerre du Vietnam et un pilote d'hélicoptère qui volait dans des zones de combat et rentrait chez lui intact. Il était aussi un homme de famille, marié avec des enfants, et au moment de son arrestation, il travaillait à un diplôme de droit à l'université Brigham Young. Ses voisins le décrivaient comme poli, calme et profondément religieux. Pour tous ceux autour de lui, McCoy ressemblait au rêve américain enveloppé dans un uniforme impeccable. Derrière cette image parfaite se cachait quelque chose que personne n'attendait parce que 5 mois après que D.B. Cooper ait disparu dans la légende, McCoy a fait exactement la même chose, mais cette fois, c'était plus fort. Cela s'est passé le 7 avril 1972. McCoy a embarqué sur le vol 855 de United Airlines à Denver, portant une mallette et vêtu d'un costume d'affaires. Il n'a pas crié. Il n'a pas paniqué. Juste comme Cooper, il a remis une note à une hôtesse de l'air et l'a calmement informé qu'il avait une bombe. Puis sont venues les exigences de 500 000 $ en espèces, 4 parachutes et un avion ravitaillé prêt à partir pour San Francisco. Ça vous dit quelque chose? McCoy a exécuté le plan comme s'il l'avait étudié ligne par ligne. Après que la rançon ait été livrée, il a ordonné au pilote de redécoller, et quelque part au-dessus de l'Utah, juste comme le fantôme avant lui, il a sauté. Le FBI était stupéfait. C'était du déjà-vu mais avec plus d'argent, plus de précision et une grande différence. Cette fois, ils l'ont eu. McCoy a fait une grosse erreur, en fait deux. D'abord, il a laissé derrière lui une note manuscrite dans le cockpit. Le genre de choses qui ne crie pas professionnel. Et deuxièmement, ses empreintes digitales sont apparues sur un verre d'eau en vol. Le FBI a fait correspondre ces empreintes à McCoy en quelques jours. Ils l'ont traqué chez lui à Provo, dans l'Utah, où il était juste à la maison avec sa famille comme si rien ne s'était passé. Quand il a été arrêté, les questions ont afflué. Pourquoi un homme comme ça, un soldat, un mari, un étudiant risquerait-il tout pour un crime si audacieux et dangereux? Et pourquoi son détournement ressemblait-il à une copie carbone de l'affaire Cooper? Les similitudes étranges ont envoyé des frissons aux enquêteurs. Le même type de Boeing 727, la même évasion par l'escalier arrière avec parachute, le même comportement calme, la même remise de notes. Même les formulations dans les 2 notes de détournement avaient des chevauchements étranges. Cela ne ressemblait pas juste à similaire, cela paraissait scénarisé. Cela a fait se demander à beaucoup si ce type n'était pas juste un imitateur de l'original, D.B. Cooper. Mais et si Richard McCoy n'avait pas juste copié le style de D.B. Cooper? Et s'il était D.B. Cooper depuis le début? Cette question entrait les enquêteurs, alimenterait les théories du complot, et diviserait les experts pendant des décennies. Et si vous pensez que tout se termine avec McCoy menotté? Eh bien, vous pourriez vouloir reconsidérer. Quand Richard McCoy a été arrêté, vous penseriez que le FBI aurait connecté les points immédiatement. 2 détournements, à 5 mois d'intervalle, presque identiques en style, ton et exécution, donc bien sûr, cela ressemblait à être exécuté par la même personne. Mais étonnamment, le bureau a rejeté cette théorie rapidement. Officiellement, ils ont affirmé que McCoy ne pouvait pas être D.B. Cooper parce qu'ils avaient des motifs différents, des traits faciaux différents et, surtout, une description physique totalement différente des témoins. Les témoins de l'affaire Cooper ont décrit un homme dans la quarantaine avec des cheveux noirs et une peau olive. McCoy avait 29 ans, était rasé de près, à la peau claire avec des cheveux plus clairs. Et tandis que Cooper portait un costume et des lunettes de soleil, le look de McCoy le jour de son braquage était plus business casual, plus détendu. Sans mentionner les notes qu'ils ont passées, qui avaient des formulations légèrement différentes et pas non plus la même écriture. Le FBI s'est appuyé fortement sur ces différences et s'est éloigné convaincu que McCoy était un imitateur, pas l'original. Mais cela pourrait avoir été une grosse erreur parce qu'en entrant dans les détails de ce qui a été découvert, il pourrait juste être révélé que ces différences pourraient avoir été un acte délibéré pour tromper ou manipuler les Feds. Pensez-y, McCoy était entraîné en stratégie militaire. Il savait comment opérer sous pression et comment planifier une mission jusqu'au plus petit détail. S'il était Cooper, ne serait-il pas logique qu'il change son apparence? Qu'il se vieillisse la première fois,
puis qu'il ait l'air complètement différent la suivante? Et la note? Le langage altéré, le changement d'écriture, je veux dire, n'importe qui peut changer son écriture s'il le veut, cela pourrait avoir fait partie du plan. Une façon de déstabiliser les forces de l'ordre juste assez pour rester un pas en avance. Plus Dan Gridley regardait l'épreuve, plus ces différences commençaient à ressembler à un camouflage. En termes simples, des tactiques. Et c'est alors que tout est devenu personnel. Parce que cela ne concernait plus juste un homme et un parachute. Et cela ne ressemblait plus juste à McCoy cachant quelque chose. Maintenant, c'était sa famille, les gens qui avaient vécu pendant des années sous un nuage de silence. Il semble qu'ils en savaient plus qu'ils n'ont jamais laissé paraître, car ils protégeaient peut-être un secret si lourd qu'il a façonné chaque partie de leur vie. L'enquête de Dan avait remué quelque chose de plus profond que juste des faits froids et de vieilles photos. Et maintenant, c'est là que la vérité est découverte. Les secrets de la famille McCoy pour le monde, Richard Floyd McCoy Jr. était un héros de guerre, un homme de foi, un père aimant et un mari attentionné. Mais derrière les portes closes, dans les murs étroits de sa maison dans l'Utah, une tension différente pulsait tranquillement. Pas une de peur ou de confession, mais une de silence. Et le silence, comme nous l'avons appris dans des histoires comme celle-ci, ne signifie pas toujours qu'il n'y a rien à dire. Après avoir réussi à détourner le vol 885 et avoir été attrapé, Richard McCoy a été condamné à 45 ans de prison. Mais 2 ans plus tard, lui et d'autres détenus à la pénitentiaire de Pennsylvanie ont planifié une évasion et ont finalement pris un camion poubelle et se sont enfuis. Cependant, la chance s'est épuisée 3 mois plus tard et ils ont été traqués. D'une manière ou d'une autre, Richard a mis la main sur un pistolet et a commencé à tirer, ce qui a mené à une fusillade entre lui et des agents du FBI, entraînant sa mort en 1974. Donc, c'était une pensée folle de penser que le parachute qui aurait été utilisé par D.B. Cooper pouvait être le même dans le stockage de Richard. Dan Gridley le savait, et une fois qu'il a trouvé le parachute enterré profondément dans une unité de stockage liée à la famille de McCoy, il ne voulait pas juste des réponses. Donc, il a commencé à contacter. D'abord, les enfants de McCoy. Email. Lettres. Messages passés par des contacts mutuels. Mais la réponse était toujours la même, rien. Pas un mot. Pas même un poli, non. Juste le silence. Au début, Gridley pensait que c'était de la résistance. Mais avec le temps, il a réalisé que ce n'était pas de la colère ou du déni. Cela ressemblait à ce qu'ils essayaient de protéger quelque chose. Ce n'étaient pas des gens essayant de cacher la vérité au monde. Ils essayaient de se protéger de ce que cela pourrait leur faire si cela sortait un jour. Et juste quand il semblait que ce mystère était aussi humain qu'il pouvait l'être, Gridley a fait une découverte de plus. Ce n'était pas juste la famille qui cachait quelque chose. Il y avait autre chose. Quelque chose enterré non dans un dossier, non dans un titre, mais dans un placard. Quelque part dans le grenier poussiéreux d'une maison de grand-mère à Provo, dans l'Utah, une boîte a été tirée du fond d'un placard. Caché derrière des ornements de Noël et des albums photos jaunis se trouvait quelque chose qui n'y appartenait pas. Un paquet de toiles. Vieux, usé, attaché avec soin. Au début, personne n'y a pensé beaucoup. Juste un vieux parachute. Peut-être celui de leur grand-père? Mais Dan Gridley savait mieux. Quand il l'a étalé et a examiné les coutures, ses mains ont tremblé. Pas à cause de l'âge ou de l'excitation, mais parce qu'il l'a reconnu. Il avait les mêmes sangles, les mêmes coutures fanées et le même gréement bizarre. Le genre que le FBI avait noté discrètement en 1971, verrouillé dans des rapports que peu avaient vus. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une correspondance. Et cela a tout changé. Ce chute n'était pas juste vieux, il n'était pas commun. Il était plus de style militaire, mais modifié. Un détail que seul quelqu'un avec une connaissance profonde du parachutisme aurait su faire. Et Richard McCoy n'était pas juste familier avec les parachutes, il avait une passion pour eux. Il enseignait le parachutisme et faisait ses propres sauts par centaines. L'homme aurait pu paquer un chute les yeux bandés dans un orage. Mais voici le twist, ce parachute n'était pas perdu. Il était caché très soigneusement et délibérément. Comme s'il savait qu'un jour quelqu'un pourrait venir le chercher. Gridley a apporté le chute à des experts. Ils ont confirmé que les modifications correspondaient à celles listées dans les dossiers du FBI de 1971. Les mêmes clips de harnais inhabituels. Les mêmes boucles de cordon renforcées. Ce n'était pas une preuve, du moins pas légalement. Mais c'était une preuve forte et étrange, impossible à ignorer. Donc, si McCoy avait le parachute, si le gréement correspondait au son infâme de D.B. Cooper,
et si sa propre famille l'avait gardé en boîte toutes ces années, qu'est-ce que cela disait? La réponse n'était pas juste cachée dans un placard. Et soudain, la ligne entre mythe et homme est devenue fine comme un rasoir. Mais voici où les choses ont pris un tour encore plus étrange. Parce que juste au moment où Gridley commençait à assembler le passé de McCoy, quelque chose d'autre a émergé. Une confession, pas écrite, pas enregistrée, mais transmise face à face. Un parent. Une nuit. Une conversation qui a tout renversé. Mais avant d'entrer là-dedans, le FBI devait revenir dans l'affaire, car les allégations faites par Dan étaient trop sensibles, et ils avaient besoin de voir la vérité par eux-mêmes. Le FBI retourne à l'affaire après des décennies de silence. Le FBI était sur le point de faire son retour dans l'affaire D.B. Cooper. Tout ce qu'il a fallu était une vidéo virale faite par Dan pour les remettre sur la piste. Ces découvertes, spécifiquement le parachute, rangé dans une unité de stockage poussiéreuse dans l'Utah, étaient trop significatives pour être ignorées. La réponse du FBI a été rapide. Il ne pouvait pas se permettre de laisser passer ce moment. Les vidéos de Gridley avaient créé une tempête de buzz médiatique et de spéculation en ligne. Et tout était lié à une pièce du puzzle qui n'avait pas été considérée depuis des décennies. Le parachute n'était pas juste une vieille relique, c'était quelque chose qui connectait une pièce critique du mystère. Mais ce n'était pas un simple cas de quelqu'un remettant juste des preuves. Non, c'était plus grand. Le parachute avait des caractéristiques uniques, les mêmes modifications que le FBI avait documentées en 1971. Des caractéristiques qui n'avaient jamais été liées à aucun autre détournement à l'époque. Le bureau devait agir et agir vite. Comme la découverte de Gridley envoyait des ondes de choc dans le monde de l'enquête, le FBI a envoyé des agents pour récupérer le parachute des mains de Gridley. Il a été emballé soigneusement et expédié à Quantico, où tous leurs efforts forensiques auraient lieu. Rappelez-vous cette cravate que Cooper a laissée dans l'avion, celle qui avait été négligée pendant tant d'années? Eh bien, le FBI l'avait analysée dans le passé, mais il n'avait trouvé que des échantillons d'ADN partiels. L'idée avait toujours été de trouver une correspondance, mais il n'avait jamais vu une piste assez bonne jusqu'à maintenant. Le parachute n'était pas juste une pièce du puzzle, c'était potentiellement la pièce finale. Maintenant, le plan était d'exhumer le corps de Richard pour prendre des échantillons d'ADN à comparer avec toute preuve laissée derrière, comme le parachute ou sa cravate, avec des échantillons pris des enfants de McCoy, quelque chose qui pourrait soit confirmer ou enfin déboulonner la théorie que McCoy était D.B. Cooper, mais personne ne sait comment ce plan s'est déroulé. Alors que les agents portaient le parachute au labo, la tension dans l'air était palpable. Ce n'était plus une affaire froide. C'était une course contre la montre. Le FBI avait attendu 54 ans pour des preuves comme celle-ci, et maintenant c'était maintenant ou jamais. Et tandis que le FBI préparait ses labs et que les tests commençaient, tous les yeux étaient sur la seule question qui restait sans réponse. Richard McCoy Jr. était-il vraiment D.B. Cooper? La confession, la vérité était toujours plus proche que quiconque ne l'avait réalisée, mais il a fallu une obsession implacable de la bonne personne pour enfin la mettre en lumière. Dan Gridley avait passé des années à chasser des ombres, mais il n'a pas arrêté quand le parachute a émergé. Il savait qu'il était sur quelque chose, et maintenant, il était temps de pousser encore plus fort. Après tout, la plus grande question dans le mystère de D.B. Cooper avait toujours été l'identité de l'homme derrière le crime. Gridley croyait que la clé pour répondre à cette question n'était pas cachée dans un dossier, plutôt, elle était enterrée dans les cœurs de la famille de McCoy. Chanté et Rick McCoy le troisième, les enfants de Richard McCoy, avaient vécu avec le poids d'un secret toute leur vie. L'histoire de leur père avait toujours été gardée sous clé. Pendant des années, ils ont nié les rumeurs qui tourbillonnaient sur leur père étant D.B. Cooper. Mais Dan Gridley n'allait pas laisser les murmures rester juste ça. Ce n'était pas facile de les atteindre. Ils avaient refusé de parler à quiconque pendant des années, effrayés par le cirque médiatique et le fardeau qui viendrait avec une telle révélation. Mais Gridley, implacable comme toujours, a trouvé un moyen. Il n'est pas venu avec des accusations. Au lieu de cela, il est venu avec une simple vérité. Les pièces sont trop nombreuses. Le monde est sur le point de savoir. Vous n'avez plus besoin de vous cacher. Il a fallu des semaines d'appels téléphoniques, d'emails et de conversations aller-retour avant qu'il n'accepte enfin de s'asseoir. Gridley était prudent, et il n'essayait pas de les mettre sous les projecteurs, il voulait juste la vérité. Et quand elle est venue de la façon la plus calme, surtout parce que c'était Rick McCoy le troisième qui a révélé la vérité choquante. Nous n'avons jamais voulu y croire, a admis Rick, sa voix tremblant d'émotion. Mais plus nous regardions tout, c'est tout là. Il était Cooper. Il devait l'être. Ouais, nous l'avons toujours un peu su.
L'une des raisons pour lesquelles ils ont aussi décidé d'en parler était aussi parce que leur maman était décédée, donc c'était seulement juste d'en parler parce que s'ils l'avaient fait pendant qu'elle était encore en vie, elle pourrait avoir été impliquée d'une manière ou d'une autre. C'était une confession qui a secoué la Terre, une qui a immédiatement envoyé des ondes de choc à travers le monde en ligne. En quelques heures, la vidéo de Gridley est devenue virale. La confession des enfants de McCoy était la confirmation que des millions attendaient. Et tandis que certains étaient rapides à la rejeter, le poids du moment ne pouvait pas être ignoré. Après des décennies de spéculation, la famille avait parlé. Le pirate de l'ère légendaire, D.B. Cooper, n'était plus un fantôme. Il avait un nom, et ce nom était Richard Floyd McCoy Jr. Enfin, avec un visage derrière le mystère et une ombre qui s'est glissée à travers les fissures des forces de l'ordre américaines, la pensée de Richard McCoy étant le puzzle manquant de l'un des cas non résolus de l'Amérique qui a donné des nuits blanches au Fed pendant des années est juste insensé. Et le fait qu'il était juste comme n'importe quel autre homme avec une famille à s'occuper rend tout cela intéressant. Était le détournement un frisson ou une déclaration? Ou était-ce sa propre façon de reprendre le pouvoir d'un monde qu'il avait mâché et recraché? Certains psychologues disent que le détournement de Cooper n'était pas juste un crime, c'était un cri pour le contrôle dans un monde chaotique. Et peut-être que c'est ce qui rend la vérité plus dure à avaler. À la fin, le visage derrière la légende n'appartenait pas à un fantôme. Il appartenait à Richard Floyd McCoy Jr., un homme qui voulait plus que de l'argent et de la liberté, à sa façon tordue, l'a pris. Mais est-ce encore une légende si l'homme derrière était juste humain? Comme plus de preuves émergent et que l'enquête de Gridley continue à gagner de l'élan, le monde assemble lentement non seulement les actions de Richard McCoy, mais l'homme lui-même, ses motifs, ses failles, et le désespoir tranquille qui pourrait l'avoir conduit. Le détournement n'était pas un crime parfait. Il était imprudent, audacieux, et condamné dès le départ. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il a capturé l'imagination d'un pays entier. À une époque où les Américains luttaient avec la méfiance envers le gouvernement et le chaos à l'étranger, la légende de D.B. Cooper offrait quelque chose d'étrangement réconfortant, un mystère qui défiait le système, un homme qui a disparu sans trace. Maintenant, ce mystère a un battement de cœur à nouveau. Pour chanter Eric, la décision de parler n'était pas sur l'héritage, c'était sur la paix. Sur le fait de lâcher quelque chose qu'il n'avait pas demandé à porter. Et pour Dan Gridley, c'était sur le fait d'honorer enfin la poursuite de la vérité, peu importe à quel point elle s'est avérée étrange ou douloureuse. L'affaire D.B. Cooper peut maintenant être résolue aux yeux de beaucoup, mais comme tous les grands mystères, ses échos resteront. Parce que même si nous connaissons son nom, nous nous demanderons toujours, avec quoi d'autre McCoy s'en est-il tiré? Et combien de secrets restent encore enterrés, attendant d'être déterrés? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Assurez-vous d'aimer, partager et vous abonner. Pour plus de contenu comme celui-ci, cliquez sur la prochaine vidéo sur votre écran.